Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie concernant le chapitre sur les fonctions. On va commencer d'abord par la première partie des fonctions usuelles. C'est les formes les plus simples, ax carré, a sur x, ax au cube et a racine de x. Après, on passera à les mêmes formes, mais d'une manière un petit peu plus approfondie dans la deuxième partie de ce chapitre. Alors, je commence. Première chose avant de commencer, c'est quelque chose que vous avez étudié l'année dernière en détail. Vous avez fait des exercices. Vous avez même passé des devoirs dans cette partie. Donc, ce qui nous concerne, c'est une petite révision de rien du tout. Alors ça, ce n'est qu'un résumé. Je pars de cette partie et la partie qu'on va faire après. Quand est-ce que le programme commence? C'est à partir des composés de fonctions. Oui, à ce moment, oui, c'est le nouveau programme, mais tout ça sont que des rappels. C'est-à-dire, vous devez être au courant de ce que vous avez vu l'année dernière. Allez, je commence. Vous avez f de x égale première forme, f de x les fonctions usuelles. Alors, s'il vous plaît, ce chapitre concerne les premières sciences maths, les premières sciences S, les premières sciences économie, c'est-à-dire les premières sciences techniques. C'est-à-dire presque toutes les sections, même les littéraires, s'ils ont besoin de fonctions, c'est la base de presque toutes sortes de fonctions. Donc, vous avez intérêt à revoir tout ça. Et même pour les terminales, des fois, on a besoin de se rappeler de quelques formules ou bien quelques notions. Il vaut mieux regarder le petit résumé des premières. Et comme ça, on pourra faire plusieurs sortes de formes d'exercices. Alors, je commence. Première sorte. f de x égale à x carré. Ça y est, donc je souligne. f de x égale à x carré. Première chose. C'est une fonction polynôme sans domaine R. C'est une fonction qui est paire. Puisque, écoutez bien ce que je raconte, parce que je n'ai pas écrit tout ça tout en détail, parce qu'il ne s'agit qu'un petit résumé. Je répète, puisque le domaine est R, si vous remplacez x par moins x, la fonction ne change pas. Donc c'est une fonction qui est paire. Toute fonction, telle que si on remplace x par moins x, la forme de la fonction ne change pas, c'est une fonction qui est paire. Et si elle est paire, elle a une symétrie axiale d'axe OY. Donc elle a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, j'ai divisé par deux parties. J'ai pris le cas de A positif et le cas de A négatif. Si A est positif, sur une parabole qui est décroissante, croissante, elle a un minimum absolu en 0. C'est-à-dire, regardez, elle est décroissante, puis croissante. Ici, vous avez comme le creux d'un cratère d'un volcan. Donc, vous avez un minimum absolu en point O. Au point O. Clair? Deuxième partie. Si vous avez un négatif, la fonction est croissante puis décroissante. Ici, vous avez un maximum absolu au point O ici, l'origine du repère. Clair? Alors, c'est comme si vous avez le sommet d'une montagne. Voilà. Deuxième partie, les formes A sur X. Alors, les formes A sur X, ce sont des fonctions hyperboles. La forme des hyperboles, donc la fonction n'est pas définie en 0. Et s'il vous plaît, pour les troncs communs, on peut écrire R-0, mais pas pour les premières déterminantes. Il vaut mieux écrire sous la forme de moins l'infini 0, union 0 plus infini. Vous allez me dire pourquoi. Les deux sont justes, oui, les deux écritures sont justes, mais pour les premières, vers le mois de février, on va étudier les limites. Vous avez, pour étudier les limites, on est obligé d'écrire le domaine sous forme d'intervalle. Ça y est, alors les détails, ce sera Charles. Après, je commence. Alors, vous avez le domaine, c'est moins l'infini 0, union 0 plus infini, avec 0 non compris. Vous avez la fonction est impaire. Si on remplace x par moins x, le moins va résister, parce que si vous avez ici moins x, vous pouvez le mettre le moins ici, vous allez avoir moins 1 de x, fonction qui est impaire. Donc, on est en présence d'une symétrie centrale de centre O. Voilà. Maintenant, j'ai pris le cas positif, le A négatif. Regardez, puisque le 0 n'appartient pas au domaine, j'ai mis 2 barres. Donc, 2 barres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre n'appartient pas au domaine. Donc, voilà, vous partez de moins l'infini 0 et 0 plus infini, vous avez 2 barres. Alors, que fait cette fonction? On a vu l'année dernière, elle est décroissante de moins l'infini 0, décroissante de 0 plus infini. Bien. Ça, ce qu'on appelle les asymptotes, ici et
et ça, parce qu'elle n'est pas définie en 0. Et regardez les dessins. S'il vous plaît, pour la forme de A sur X, si vous trouvez si vous avez A positif, c'est-à-dire si elle est décroissante, vous allez avoir une symétrie centrale. Alors, le repère divise le plan en 4 parties. Vous avez 1, 2, 3 et 4. On va voir ça aussi dans le chapitre de la trigonométrie. Alors, puisque la fonction impaire elle a une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Donc, puisqu'elle est décroissante, vous allez avoir une symétrie par rapport à l'origine. Donc, le dessin va se trouver dans la partie 1 et la partie 3. Maintenant, si vous avez le A négatif, la fonction va être croissante. Donc, c'est le contraire. Elle va passer par le 2 et par le 4. Et ici, vous avez toujours une symétrie centrale par rapport à l'origine. Clair? Maintenant, je passe à la troisième partie. La fonction ax au cube. Alors, ax au cube, c'est une fonction, c'est un polynôme, définition R. Vous avez f est une fonction impaire, parce que si vous remplacez le x par moins x, le moins va résister, parce que, je répète, la puissance est impaire, le moins va résister. Et dans ce cas, f de moins x, ça va donner moins f de x. Donc, c'est une fonction qui est impaire. Donc, on a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Si A est positif, elle n'a aucun problème, aucun point, parce que le domaine est R. Donc, c'est une fonction, si A est positive, la fonction est croissante. Si A est négative, la fonction est décroissante. Alors, regardez, vous avez une symétrie par rapport à l'origine. Vous avez vu l'origine? Voilà. Cette partie ressemble à celle-ci. Donc, vous trouvez la première partie dans la partie 1 et la deuxième dans la partie 3. Clair? Regardez. Et pour pour la partie 1 inférieure à 0, la fonction décroissante, vous remarquez que vous avez une symétrie par rapport à l'origine. Vous voyez, ça, ce sont des trucs de base, par cœur. Dernière fonction, elle n'est ni paire ni impaire. Son domaine commence à partir de 0. Donc, il n'y a pas de partie négative, donc on ne peut pas parler de parité. Parce que quand on parle de parité, on doit avoir une partie positive et une partie négative. Ici, il n'y a que la partie positive. Donc, il n'y a pas de parité. Clair? Alors, dans ce cas ici, on a étudié le cas de A positif et A négatif. Tout simplement, si A est positif, elle est croissante, A négatif est croissante. Vous remarquez ici que f de 0 est égal à 0, c'est-à-dire 0 à 0. C'est-à-dire le point de départ va être l'origine du repère. Donc, elle commence à partir de l'origine du repère O et elle va vers plus infini, elle est croissante. Et pour le cas de A négatif, de 0 et du point O elle va descendre et elle va vers moins infini. Voilà, alors ça, on a déjà vu ça. C'était la première partie des fonctions que vous avez étudiées l'année dernière. Ça y est, donc voilà la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième. Je vous laisse regarder et je passe à la deuxième partie. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième partie des fonctions usuelles. À la première partie, tout à l'heure, on a vu la forme des paraboles, f de x est égal à x carré. Deuxième fonction, c'était les hyperboles f de x s'écrit sous la forme de a sur x. Après, on a vu la fonction f de x égale à x au cube. Et on a vu la fonction f de x égale à racine de x. Maintenant, on va passer au cas général. Toujours avec les fonctions usuelles, les formes des fonctions usuelles. Maintenant, on va passer au cas général. Pour le moment, j'ai pris deux cas. Après, on va étudier les deux autres. Pour le premier cas, on a pris la fonction f définie par f de x égale à x carré plus bx plus c. Vous remarquez ici, c'est de la forme d'un trinôme du second degré. Alors, tout ça, on l'a vu l'année dernière. Alors, je n'ai pris que le résumé. Voilà, je vais vous donner tout ce qui est très important. Vous avez intérêt à apprendre par cœur parce que quand vous voulez passer aux exercices, vous devez connaître ces formules par cœur, comme ça vous pouvez les appliquer facilement. Allez, je commence. Je ne vais pas donner trop de détails, seulement la forme générale. J'ai pris la fonction f de x égale à x carré plus bx plus c. Alors, l'année dernière, quand on voulait former une identité, qu'est-ce qu'on faisait? On factorisait par le a. Ici, il va rester x carré. Le b, si je factorise seulement les deux premiers, c'est tout, que les deux premiers. Si vous voulez voir ça en détail, vous n'avez qu'à voir la partie des identités pour les troncs communs. Il y a une vidéo où j'ai parlé que des identités
et vous allez trouver ça en détail. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a factorisé par A que les deux premières parties où il y a la variable x. Donc ici, il va rester x carré. Ici, il va y avoir b sur ax plus le c. Le c, il est tranquille. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De faire apparaître les identités. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez ajouter, compléter l'identité, comme vous pouvez passer directement. Vous prenez le x carré sans la puissance. Vous enlevez le 2. Vous prenez la moitié de b sur a. La moitié de b sur a, c'est b sur 2a. Après, vous mettez le carré. Après, vous mettez le carré. Puis, vous retranchez, voilà, je vais mettre en couleur. Voilà, le carré. Et puis, vous retranchez le carré de ce nombre. Le carré, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez être sûr que ce résultat est juste, vous n'avez qu'à développer l'identité et vous allez trouver ce qui est entre crochets, ce n'est que x carré plus b sur ax. Le c est tranquille pour le moment. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours la même chose. Maintenant, j'ai développé a, facteur de l'identité, moins, j'ai multiplié le a par cette expression. Avec le carré, ça donne b carré sur 4a carré ici. Il va y avoir une simplification avec ce a, il va rester que 4a. Vous remarquez ici, j'ai sauté une étape. Laquelle, je répète ici, si vous développez ce nombre, vous allez obtenir b carré sur 4a carré. A avec le a, il va rester que 4a. C'est-à-dire, à la fin, il faut bien écouter, après vous allez écrire ça en détail. Il va rester moins b carré sur 4a, réduisez au même dénominateur avec le c, et vous allez obtenir, et ici j'ai mis un signe moins, vous allez obtenir b carré moins 4ac sur 4a. C'est comme ça qu'on a fait apparaître le delta. Le delta de l'équation du second degré, b carré moins 4ac. Clair? Alors ça, j'ai dit dans la partie des troncs communs pour faire apparaître les identités. Et on va voir ça, ils n'ont pas encore vu ça, les troncs communs, ou bien les classes de seconde. Comment résoudre une équation du second degré. Donc on verra ça, Inch'Allah, en détail. Avec les classes de seconde ou bien les troncs communs. Je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? f de x est égal. Regardez, j'ai fait apparaître un moins. Parce que normalement, vous avez un plus. J'ai fait apparaître un moins et ici un moins. Ça y est. Et ici, toujours, je n'ai pas touché ce nombre. Moins b carré sur 4ac. Sur 4a plus. Ça y est. Alors, ce nombre, regardez, il y a un signe. Ce nombre, je l'ai appelé alpha. Moins b sur 2a. Et ce nombre, ça va être f bêta. Bêta, c'est f de alpha. Parce que si vous remplacez, regardez, remplacez x par alpha. X par alpha, alpha on a dit c'est moins b sur 2a. Si vous remplacez x par alpha qui est égal à moins b sur 2a, remplacez ici, vous allez trouver moins b sur 2a, moins b sur 2a, tout va disparaître. Ça va être à 0 ici, et il va rester cette quantité. Par conséquent, c'est quoi l'image de alpha? C'est bêta qui est égal à f de alpha. Sinon, vous prenez la fonction, vous remplacez tout simplement, je vous donne la méthode la plus simple possible. Vous posez alpha égale à moins b sur 2a dans les exercices. Vous calculez son image et vous avez oméga. Alors, c'est quoi oméga? Oméga, c'est l'origine, la nouvelle origine du repère. C'est-à-dire où on peut décider C de f. Alors, je répète. Alpha ne change pas. Alpha, c'est toujours moins b sur 2a. C'est une formule. Vous prenez le alpha, vous le remplacez dans la fonction f. F de x. Vous allez trouver une image. Cette image, c'est bêta. C'est f de alpha. Et voilà, vous avez oméga. Alors, pour ceux qui ont oublié, parce que tout ça, on l'a vu l'année dernière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux tableaux, deux cas. Regardez, le premier tableau avec son dessin et le deuxième tableau avec son dessin. Ça y est? Alors, regardez ici. Il y a le signe de A. Alors, le A, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Bon, on a traité deux cas. Le cas de A positif, le cas de A négatif. Vous voyez? Alors, pour le cas de A positif, regardez ce fameux oméga qui avait pour coordonnées AB, alpha, bêta, il va apparaître dans le tableau et dans le dessin. Alors, regardez, tout ça, on l'a vu l'année dernière en détail. Maintenant, ici, j'ai pris que le résumé. Directement, vous l'appliquez dans les exercices. Alors, vous avez le domaine, c'est un triangle du second degré, son domaine est R. Donc, vous avez de moins l'infini jusqu'à plus infini. Vous placez le alpha, le bêta. Si 1 est positif, la fonction est décroissante et puis croissante.
Donc, vous remarquez, c'est la forme d'une parabole. Et vous remarquez, c'est pas comme la dernière fois, la fonction f de x égale à x carré, elle passait par l'origine. Maintenant, non, elle passe par oméga. Et oméga, dans ce cas, va être un minimum absolu. C'est pas comme dans le cas de la dernière fois, le 0 c'était au point O, on avait un minimum absolu. Maintenant, on a un minimum absolu au point oméga. Maintenant, deuxième cas, si vous avez un négatif, c'est le contraire. Vous avez ici moins l'infini plus l'infini, vous avez alpha, ça y est. Alpha, donc ici vous avez son image bêta, elle est croissante et puis décroissante. Elle vient de moins l'infini jusqu'à oméga, puis elle descend vers moins l'infini. Dans ce cas, vous avez oméga un maximum absolu. Ça y est, c'est le point le plus haut de C de F. Là, si c'est un alpha, c'est pas mal. Et ça, c'est plus simple. Clair? Et vous remarquez, elle peut passer par l'origine comme elle ne peut passer par l'origine. L'essentiel, c'est que vous avez un maximum au point oméga. Ça y est, je passe. Ça, c'est la partie des paraboles. Maintenant, c'est la partie des hyperboles. Les hyperboles, j'ai pris dans le cas général la forme de ax plus b sur cx plus d. Clair? Alors ici, on a un dénominateur. Le dénominateur, première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition. Si on se trompe, tout est raté. Alors, vous devez avoir cx plus d différent de 0. C'est-à-dire cx différent de moins d, x différent de moins d sur c. Ce nombre, ce fameux moins d sur c, il va jouer un rôle primordial dans l'étude. Donc, regardez le domaine, c'est moins d sur c, ici moins d sur c. Vous voyez? Alors, ce moins d sur c, c'est l'abscisse de oméga. Tout à l'heure, on avait l'abscisse, c'était alpha bêta, avec alpha égal à moins b sur 2a. Maintenant, l'abscisse de oméga, c'est moins d sur c. Clair? Et l'ordonnée, c'est a sur c. Voilà, vous voyez, en détail, vous n'avez qu'à regarder le programme de l'année dernière. Maintenant, le delta. Ce delta, c'est une sorte de déterminant. C'est lui qui nous donne une indication sur la monotonie de f. Alors, c'est quoi delta? Vous prenez ces 4 nombres, s'il vous plaît, avec cet ordre. ax plus b, cx plus d. Les x d'abord et les nombres après. Les constantes après. Bien les coefficients où il ne figure pas le x. Ça y est, vous prenez ces 4 nombres, vous les posez comme ça. Vous faites le calcul, à quoi est égal? C'est égal à a fois d. Alors a fois d moins b fois c. Voilà delta. Vous voyez, donc voilà le calcul de delta. Une fois que vous calculez delta, il y a deux cas. Si delta est positif, la fonction est croissante. Si delta est négatif, la fonction est décroissante. Donc la monotonie de f dépend de quoi? Dépend de delta. Comme je vous ai dit, delta joue un rôle très important dans la monotonie de la fonction. Clair? Très bien. Maintenant le tableau. Le moins d sur c n'appartient pas au domaine, donc vous avez deux barres. Voilà. Deux barres ici, deux barres ici, moins d sur c. Vous avez vu? Donc la fonction des deux cas, elle passe de moins l'infini à plus l'infini, mais elle n'est pas définie moins d sur c. Si delta positif, la fonction croissante, si delta négatif, la fonction décroissante. Clair? Au voisinage, regardez, au voisinage de moins d sur c, comme la fonction monte, elle va vers plus l'infini. Quand elle vient du bas, elle vient de moins l'infini. Ici, c'est le contraire. Elle descend vers moins l'infini, et ici, elle descend vers moins l'infini, ici, elle vient de plus l'infini. Clair? Maintenant, les extrémités. En moins l'infini et en plus l'infini, vous avez a sur c, c'est l'ordonnée de oméga. Clair? Voilà, la même chose, moins l'infini plus l'infini, vous devez avoir ici a sur c. Je répète, le détail l'année dernière. Clair? Maintenant le dessin. Le dessin, vous n'avez pas le droit de toucher moins d sur c. C'est ce qu'on appelle les asymptotes. Les asymptotes, vous devez avoir moins d sur c, a sur c. Donc les deux. On n'a pas le droit de les toucher. Donc c'est le fameux point oméga. D'accord? Donc comme vous remarquez, ici, regardez, ici c'est moins d sur c. S'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème ici, j'ai posé moins d sur c positif et j'ai posé a sur c aussi positif. Ça y est, vous pouvez avoir moins d sur c négatif, c'est de ce côté, et a sur c négatif. Ça dépend de la fonction. Moi, j'ai essayé de prendre le cas le plus simple pour les élèves. J'ai pris moins d sur c dans les deux cas positifs. Attention, ça peut être négatif. Positif, supérieur à 0. Voilà, moins d sur c supérieur à 0.
et A sur C aussi, je l'ai pris supérieur à C. Ça y est. Donc vous avez moins D sur C ici, vous avez ici A sur C. La même chose dans les deux cas. Ça y est, alors vous allez voir une chose, c'est ici j'ai écrit Y égale A sur C de ce côté, Y égale A sur C de ce côté, c'est la même chose. Ce que j'ai mis en pointillé, ce sont deux droites. Parce qu'on n'a pas assez de couleurs, on n'a que 4, on joue avec 4 couleurs, d'accord? Seulement pour distinguer que ceci, c'est le nouveau repère, dont l'origine est oméga. Oméga, le fameux oméga, qui est égal à moins D sur C A sur C. Voyez? Et vous remarquez qu'on n'a pas le droit de toucher les axes rouges. C'est pour ça que j'ai mis ça en pointillé. Donc je répète, j'ai mis ça en pointillé pour attirer votre attention, pour vous dire que vous n'avez pas le droit de toucher les pointillés, sens interdit. On n'a pas le droit de s'approcher. Clair? Ou bien de passer. On n'a pas le droit de toucher les axes ou bien de les traverser, strictement interdit. Clair? Alors maintenant, la monotonie, vous remarquez, elle vient de A sur C vers moins l'infini, vous n'avez pas le droit de toucher. Moins D sur C, regardez ces deux barres, c'est une droite verticale. Regardez, droite verticale, moins D sur C, droite verticale. Je vais utiliser ça en détail vers le mois de février-mars, où on étudiera les subfonctions en détail, mais pas maintenant. Maintenant, on n'a pas beaucoup de bagages mathématiques, donc on travaille avec ce qu'on a. Ça y est, donc vous avez moins D sur C, vous avez deux barres dans un tableau de variation, c'est-à-dire une droite qui est verticale. A sur C, vous n'avez pas le droit de toucher parce que c'est au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus infini. Moins l'infini plus l'infini, ce ne sont pas des nombres dont je n'ai pas le droit de toucher. Ça y est, A sur C, je n'ai pas le droit de toucher. Et vous remarquez, elle est décroissante. Elle vient ici de plus l'infini, elle va vers A sur C. Ici, elle vient de A sur C vers moins l'infini, voilà, A sur C vers moins l'infini. Celle-ci, elle vient de A sur C, regardez. Elle monte vers plus l'infini. Au voisinage des deux barres, les deux barres c'est la droite verticale. Puis les deux barres, elles viennent du bas, de moins l'infini, et elle va vers A sur C. Et voilà, clair? Alors ici, j'ai parlé des fonctions paraboles. C'est ramené sur la ronde AX carré plus B plus C. La forme des hyperboles, vous avez AX plus B sur CX plus T. Maintenant, il nous reste les X au cube et il reste les racines. Clair? Après, il va y avoir la composite de fonctions et après, il va rester à la fin que les exercices. Voilà, alors je vous laisse regarder. Maintenant, on va passer aux deux autres fonctions, les x au cube et les racines. Alors maintenant, concernant la troisième fonction, vous avez f de x égale a facteur de x moins alpha au cube. Alors le cas des fonctions où il y a le cube, c'est une fonction polynôme, donc le domaine est R. Si vous remplacez x par alpha, vous allez avoir alpha moins alpha égale à 0. Dans ce cas, oméga va être le point alpha 0. Parce que la fonction, elle s'annule en alpha. Alors, les deux cas. Le cas, si vous avez A positif, la fonction va être croissante, comme les fonctions usuelles. Les cas qu'on a traité, le cas de A, il s'occupe. Si vous avez A négatif, la fonction, elle va être décroissante. Elle vient ici de moins l'infini vers plus l'infini en passant par le point alpha 0. De même, ici, elle est décroissante. Le passage de plus l'infini à moins l'infini, elle passe par le point alpha 0. Alors, regardez le dessin. Elle vient de moins l'infini, donc du bas. Elle monte jusqu'au point alpha 0 et puis elle change de concavité. Parce que dans la dernière partie qu'on a vue la dernière fois, la fonction x au cube était une fonction impaire. Donc avec l'année dernière, on avait appliqué même les changements de repères. Donc, vous remarquez que vous avez ici une symétrie centrale. Symétrie centrale par rapport à alpha. La dernière fois, c'était une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Maintenant, alpha, c'est l'origine du nouveau repère qui a pour coordonnée alpha 0. L'origine du repère, c'est oméga. Bien, maintenant, je passe au deuxième cas. Si vous avez un négatif, même travail, même chose. Elle va être décroissante. Attention, ici, la fonction peut passer par là, ou bien par là, je ne sais pas, ça dépend de la nature de la fonction. L'essentiel, elle vient de plus infini, elle passe par le point alpha, après elle redescend. Elle continue tout son chemin jusqu'à moins l'infini. Ça y est? Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est les fonctions racines. Alors, pour les fonctions racines, vous avez f de x égale a racine x moins
alpha. Ici, on a des conditions du domaine parce que la quantité que vous avez sous la racine ou bien le radical doit être positif. Donc ici, vous devez avoir x moins alpha supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à alpha. Donc vous allez avoir domaine alpha plus infini. Si vous remplacez x par alpha, alpha moins alpha, ça donne 0. Donc oméga, ça va être le point alpha 0. Clair? Même chose. Si vous prenez A positif, c'est A. La fonction va être croissante. Si vous prenez A négatif, la fonction va être décroissante. Toujours le départ de alpha, parce que le domaine commence à partir de alpha, dans les deux cas. Si A est positif croissante, l'image de alpha c'est 0, même chose ici, l'image de 0. La différence entre les deux cas, ici elle est croissante, ici elle est décroissante. Ici elle monte vers plus infini, descend vers l'infini, voyez. Donc la fonction racine, elle prend cette forme. Si elle est croissante, elle prend l'autre forme si elle est décroissante. Voilà, on a terminé avec les fonctions usuelles. Maintenant, la prochaine fois, on va traiter, donc ici, deuxièmement, prendre des fonctions usuelles. Troisième partie, ça va être la composée des fonctions, ce qu'on appelle G rond F. Voilà, je vous laisse regarder et je passe à la partie suivante. Inch'Allah. Allez, maintenant, on va passer à la troisième partie concernant la composée de deux fonctions. Alors, on va considérer une fonction f définie sur un intervalle i et une fonction g définie sur un intervalle j avec la condition f de i est inclus dans j, obligatoire. Alors, ça y est, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc la fonction f, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est définie de i vers f de i. La condition, qu'est-ce qu'on a dit? F de i est inclus dans j. Et la fonction g est définie sur j. Donc ici, vous pouvez avoir la fonction g et l'arrivée, c'est l'ensemble R, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un x de l'ensemble i. Son image, admettons, ça va être f de x. Regardez, x, je l'ai pris de i, f, la voilà la fonction, et x. Ça y est, ce f de x, je vais l'appeler, admettons, y. Maintenant, y et de x, pour f, c'est l'antécédent. Ici, c'est l'antécédent, et l'image, c'est y. Maintenant, pour la fonction g, elle continue le chemin. Alors, si elle continue le chemin, c'est-à-dire que y pour g, ça va être un antécédent. Alors, son image, ça va être g de y. Et voilà, regardez la construction. Je répète, j'ai considéré une fonction seulement avec la condition f de i est inclus dans j pour pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que toutes les images qui sont ici, ça y est, alors pour avoir, elles veulent avoir des images, donc ici elles vont devenir des antécédents pour cette partie. Parce que ici, pour la fonction f, les antécédents sont les x. Pour g, les antécédents vont être des y. Ce sont ici des images pour g. Pour la fonction g, ce sont des images, ici, ce sont des antécédents. Ça y est, alors je répète, j'ai pris un x de i, j'ai appliqué f à cet antécédent, et j'ai trouvé f de x égale à y. Ce y représente pour g un antécédent, c'est-à-dire f de x représente pour g un antécédent. Puisque f de x représente un antécédent pour g, elle doit appartenir à j. C'est quoi j? C'est l'ensemble de départ de j. Alors, puisque j est l'ensemble de départ de g, donc obligatoirement, f de x doit appartenir à j. Si elle appartient à j, elle va constituer un antécédent. Si elle constitue un antécédent, je répète toujours pour la fonction g, donc elle peut avoir une image. J'ai remplacé f de x par y, donc y, elle a une image. C'est quoi cette image? C'est g de y. Et puisque g de élargi son image, je peux encore continuer le chemin et je vais remplacer y par f de x. Et voilà. Donc je répète, il y a des élèves qui vont se demander pourquoi f de y est inclus dans j. Donc je répète, j'ai pris un x de y. Pour f, c'est un antécédent, son image, et f de x, par la fonction f. Ça y est, j'ai envie de continuer le chemin avec une autre fonction. Je l'ai appelée g. Alors, ce f de x, je l'ai appelé y. Donc, y, c'est un antécédent pour g.
Si c'est un antécédent pour G, donc il appartient à J. Et puisque par transitivité y égale à f de x, donc automatiquement f de x appartient à J. Si f de x appartient à J, donc automatiquement f de i est inclus dans J. Pourquoi? Parce que les x appartiennent à i. Donc f de i est incluse, cette partie est incluse dans l'ensemble de J. Donc automatiquement, avant de parler de compose de fonction, on doit d'abord avoir cette condition pour pouvoir continuer le chemin. Alors je continue. On a dit y représente un antécédent pour G, donc son image par G, ça va être G de y. Or, c'est quoi G? Je sais quoi y? Y, c'est f de x. Donc, j'ai remplacé y par f de x. Clair? Bon. Le deuxième trajet, c'est quoi? Si je n'ai pas envie de faire escale, comme vous remarquez, je passe de x vers f de x, de f de x, après je continue. Si je n'ai pas envie de faire escale, j'ai envie de passer directement d'ici à ici, directement, de x vers la fin. Alors, cette fonction verte s'appelle la composée de G rond f. On l'appelle G rond f. Donc, je vais l'écrire en haut de la flèche, comme j'ai fait pour la fonction f et la fonction g. Donc, ici, vous allez avoir G rond f. C'est quoi ce G rond f? Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On va enlever ces deux traits, sinon on a l'impression que les deux traits sont en relation avec le coup. Voilà. Alors, la fonction verte, plutôt la flèche verte, représente la fonction G rond f. Ça, c'est le départ. L'arrivée, ça va être G rond f de x. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire G rond f de x? C'est la même chose. C'est la même chose que la partie bleue pour la partie verte. Ça veut dire à x, on applique les deux fonctions f et g, j'obtiens g de f de x. Si vous voulez partir de i directement vers r, directement vers la fin, vous allez appliquer la fonction g rond f de x. Dans ce cas, à côté égale g rond f de x. Maintenant, j'ai groupé les deux écritures et je vais changer quelque chose. C'est-à-dire que je vais remplacer cette f de x, cette partie, f de x égale y. Je vais la remplacer avec une autre couleur. Donc ici, f de x est égal à y. Ça va? Donc ici, je vais écrire le y. Voilà. Et ici, je vais écrire le f de x. Voilà. Dans ce cas, vous voyez, si on groupe les deux écritures, on a dit c'est la même chose, représente la même chose. Le point de départ, vous avez le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, vous avez la même chose. Dans ce cas, maintenant, on va grouper les deux parties. Et qu'est-ce qu'on va voir? Donc, si vous mettez une petite accolade, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir G rond f de x, la partie verte, est égale à G, parenthèse, f de x. Cette écriture est la même que celle-ci. Maintenant, vous allez me dire où est la différence entre les deux écritures. La seule différence entre les deux écritures, c'est ce rond. Ici, vous avez un rond, ici, vous avez des parenthèses. Regardez la différence entre les deux écritures. Vous avez G de f de x, G de f et de x. Alors, où se trouve la différence? Ici, on a un rond et de l'autre côté, on a des parenthèses. Clair? Donc voilà la construction de G rond f. Je trouve que c'est un petit peu flou. Donc maintenant, je vais vous donner des petites applications et on passera aux exercices. On est obligé de faire plusieurs exercices pour bien comprendre. Je vous donne un cas très très simple où on n'a pas de problème avec le domaine de définition. Comme ça, vous pouvez comprendre facilement. Alors, je prends un exercice. Après, on parlera du domaine de G rond f. Pour le moment, que la construction. Alors, je prends, admettons, f de x. Alors, f de x, je ne donne pas exercice, exemple. Alors, exemple. Voilà. Vous prenez f de x, par exemple, égal à x carré, par exemple. Ou bien x, je prends x, voyez, et je prends g de x. Est égal à, je ne sais pas, attendez, j'écris par exemple x carré moins 1 sur x carré plus 1. Ça va? Ici, je vais changer, je vais l'appeler par exemple, je ne sais pas, je prends racine de x plus 2, par exemple, x plus 2. Voilà, racine de x plus 2. Bien? Alors, ce qu'on demande, c'est déterminer G rond f. Alors, vous allez trouver, oh, c'est quoi ça? C'est très très simple. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez appliquer le cours. Regarde. G rond f de x. Clair? Ici, je vais écrire 1, 2 pour ne pas avoir de problème avec le domaine. X carré positif plus 2 positif.
Ici, positif, positif. Donc, G n'a pas de problème avec le domaine et F n'a pas de problème avec le domaine. Ça y est, j'ai pris un cas simple. Après, quand il y a des conditions, on va traiter ça après, mais pas maintenant. Alors, d'abord, il faut comprendre la construction. Alors, c'est quoi G rond F? Regardez, vous mettez le G. Vous remplacez ce rond, celui-là, par des parenthèses, tout simplement. D'accord? Ça, c'est la première étape. Alors, je continue et vous écrivez F de x. Je vais vous rendre ça très, très simple. Je continue? Très bien. Donc, je vais essayer de faire l'exercice ici. Je n'ai pas assez de place. Voilà, ça y est. C'est ce qu'on a dit. F de x. J'ai posé f de x égale à racine de x au carré plus 2. Voilà. Le domaine, vous avez d de f est égal à r. Vous avez positif, positif, donc je n'ai pas de problème. Vous avez g de x est égal à ce qu'on a donné. X carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc pas de problème, toujours positif. Vous avez d de g est aussi égal à r. Ça y est, exprès je l'ai fait. Donc je vais calculer g rond f de x. Ça y est, j'enlève le rond. Voilà. Et je vais remplacer par, qu'est-ce qu'on a dit? Des parenthèses. Et voilà. Donc ici, mettez égal g et f de x. Super, très bien. D'après le cours, c'est quoi f de x? F de x c'est y. Ça y est, on pose f de x égale à y. Ça y est, f de x égale à y. Et je continue. Donc l'égalité, vous allez avoir g, au lieu de f de x, vous allez la remplacer par y. Maintenant, doucement, je ne vais pas précipiter les choses. Je continue? Très bien. Voilà, je continue. Alors, pour ne pas avoir de problème avec le cours, voilà l'exemple, j'écris, je le traite ici. Ça y est, donc ici vous avez l'exemple. C'est mal écrit. Oui, j'ai écrit en fait ici, ça y est. J'ai pas envie de mélanger le cours avec l'exemple. Ça y est, donc je vais écrire l'exemple. Ça y est, comme ça. Et je vais effacer tout ça. Bien, comme ça, le cours est séparé de l'exercice. Parce que déjà le cours est un petit peu difficile. Voilà, donc ça, c'est la division du G rond F. Ici, je commence l'exercice. Ça y est? Voilà, donc ici, voilà, cette partie, elle ne concerne que l'exercice. Et voilà, ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a posé G de Y. On a remplacé Y, remplacé X par Y. Venez ici. C'est quoi Y? C'est F de X. C'est ça. Bon. Alors, vous allez prendre le G, ou la fonction G, là, voilà, regardez. Ici, vous avez un X. Et correctement pour le premier exercice. Ça y est. Cette variable, vous l'avez ici. Mais seulement vous avez un carré. Et la même variable, vous l'avez ici. Clair? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Le Y. Je vais changer le X par un Y. Donc ici, vous allez avoir G de Y. Regardez ici, G de X. Vous avez x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc si vous avez un y, si vous remplacez x par y, vous allez avoir y carré moins 1 sur y carré plus 1. Et donc, alors g rond f de x est égal à g. Qu'est-ce qu'on a dit? Je remplace je calcule g de y. Voilà, remplacer x par y. Vous allez avoir ici y carré moins 1 sur y carré plus 1. Et voilà. Bien. Donc, voilà, regardez y. J'ai remplacé x par y et voilà le résultat. Clair? Très bien. Je continue. Et égal, voilà. Vous avez le moins 1, vous avez le plus 1. Je remplace le y. C'est quoi le y? Le y, c'est f de x. Donc, il faut remplacer le y par f. X par f de x. Et clair? Maintenant, il y a des carrés, n'oubliez pas les carrés. Donc ici, vous avez vos carrés, ici, vous avez vos carrés. Clair? Et maintenant, c'est terminé. C'est quoi f? F, c'est racine de x carré plus 2. Et je remplace. Vous voyez? Donc vous allez avoir ici moins 1 plus 1. Alors, moins 1 plus 1. Ça va? Remplacer le f. On va faire plusieurs exercices. Après, on continue les cours. D'abord, on doit comprendre c'est quoi le G rond f. Alors, je remplace le f. Le f, c'est racine, la fonction f.
la fonction f de x, l'image, je vais remplacer par racine x carré plus 2, racine de x carré plus 2. Ça va émettre les carrés. Voilà, vous avez vu, je n'ai pas sauté d'étape. Voilà, vous remarquez la racine avec le carré va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, ça y est, maintenant vous pouvez enlever les racines. Il va rester x carré plus 2, x carré plus 2. Ça va? Au numérateur, vous avez moins 1, au dénominateur, vous avez plus 1. Ça y est, et on passe à la dernière étape. Donc, à quoi est égal g en f de x. Maintenant, ça y est, vous calculez. Vous allez avoir 2 moins 1, c'est 1. Donc, il va rester x carré plus 1. Vous faites le calcul. Ici, vous allez avoir x carré plus 3. Et voilà le résultat. Voilà, c'est terminé. Ça y est, alors regardez, je répète. Pour l'exemple, j'ai pris un cas où vous n'avez pas de dénommé avec le domaine définition. Ça y est, regardez, ça concerne le cours et ça concerne l'exercice. Voilà, cette partie concerne l'exercice. Alors regardez, j'ai pris deux fonctions. F égale, f de x égale, g de x égale. Ici, le domaine c'est R, positif, on n'a pas de problème. Ici, différence 0, x égale plus 1, différence 0, donc on n'a pas de problème aussi. Pour calculer g rond f, vous enlevez le rond toujours, vous le remplacez par des parenthèses. J'ai mis les points essentiels avec les autres couleurs. Ça, c'est la première étape, toujours, à 100%. Deuxième étape, vous enlevez f de x, vous le remplacez par y. Donc, vous allez avoir g de y. Deuxième étape. Troisième étape, revenez à la fonction g, la voilà. Enlevez la variable x et la remplacez par y. Donc, au lieu de g de x, vous allez avoir g de y. G de y, ça va être y carré moins 1 sur y carré plus 1. Voilà. Encore, quatrième étape, remplacez le y par f de x. Le y par f de x, vous allez avoir f de x au carré moins 1, f de x carré plus 1. Et cinquième étape, remplacez f par son expression. Donc vous allez avoir racine x carré plus 1 au carré moins 1 et la même chose ici. Et la fin, ça y est, vous effectuez les calculs. Et vous avez l'expression de G. Ça va? Alors, je vous laisse bien assimiler comme il faut. Après, on fera maintenant des exercices et on n'a pas encore déterminé le domaine parce que G en F, c'est une fonction. Il faut savoir comment déterminer son domaine de définition. Mais pour le moment, il faut savoir d'abord déterminer son expression. L'expression est un petit peu difficile. D'accord? Donc, on devra faire plusieurs exercices et après, on passera au cours.